à tous, merci d'écouter ce Morning Psy, le podcast des JNPN, les journées de neurosciences, de psychiatrie et de neurologie. Moi, c'est Nidal Nabrabou, je suis psychiatre à Rennes et je coordonne ces podcasts. Le premier, c'était celui de Anne Sauvager, professeure à Nantes, qui nous a parlé de la neurostimulation en psychiatrie. Et mon invité de ce jour, et je suis vraiment ravie de le recevoir, c'est Pierre-Alexis Geoffroy. Bonjour Pierre-Alexis. Bonjour. Vous êtes maître de conférences des universités et vous êtes praticien hospitalier, donc à l'Université de Paris, dans le département de psychiatrie et aussi d'addictologie des hôpitaux de Bichat et de Beaujon. Vous êtes surtout neuroscientifique à l'INSERM dans l'unité neurodhydro. Avant tout, je voudrais vous remercier, Pierre-Alexis, d'avoir accepté de participer à ce podcast, donc qui s'inscrit dans une série d'interviews avec des psychiatres pour les JNPN 2021. Alors, Pierre-Alexis, vous êtes toujours là ? Absolument, merci beaucoup pour cette invitation. Je remercie aussi le comité scientifique des journées de neurosciences, psychiatrie, neurologie et son président, le professeur Lorca, pour cette invitation, mais aussi pour ce format original de podcast. Merci Pierre. Vous vous intéressez à beaucoup de choses en psychiatrie et surtout, on vous connaît, vous êtes Monsieur Morphée de la France entière. Vous vous intéressez au sommeil. Avec Carmen Schroeder, vous avez fondé la section SOPSY, qui est la section de la FPBN. Donc, vous êtes estampillé sommeil. J'aimerais qu'on parle de sommeil aujourd'hui, qu'on parle d'un sujet un petit peu sur le sommeil et dépression, les biomarqueurs du sommeil, les rythmes circadiens dans les troubles dépressifs. Je crois ne pas me tromper, c'est votre sujet favori. Absolument, c'est un de mes sujets favoris. Alors, ma première question, Pierre-Alexis, comment vous pouvez nous définir le sommeil et les rythmes circadiens et quelle différence faisiez-vous entre les deux ? Merci beaucoup, c'est une question importante, où souvent les rythmes et le sommeil sont confondus. Je dirais pour commencer que le sommeil s'inscrit dans une chronobiologie, c'est-à-dire que les cycles veille-sommeil subissent l'influence des rythmes terrestres pour lesquels notre espèce, mais en fait comme toutes les autres espèces, s'est adaptée. Alors concernant les grands rythmes biologiques, la révolution de la Terre autour du Soleil avec un axe de la Terre légèrement incliné fait qu'à notre latitude nous avons 4 saisons. On parle de rythme saisonnier ou infradien, c'est-à-dire supérieur à 24 heures. Et la rotation de la Terre sur elle-même entraîne des cycles jour-nuit de 24 heures, ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Les cycles veille-sommeil s'inscrivent dans ces rythmes jour-nuit et saisonniers. On parle même pour le sommeil de rythme ultradien, c'est en fait des rythmes qui sont inférieurs à 24 heures, car nous faisons plusieurs cycles de sommeil par nuit, entre 4 et 6. Vous le savez, on parle aussi communément de train de sommeil, et on passe au cours de chacun de ces cycles par tous les stades de sommeil, du sommeil lent léger, du sommeil lent profond, puis sommeil paradoxal. Chaque cycle comporte donc l'ensemble de ces stades, et si on revient à cette chronobiologie, elle est traduite par une horloge moléculaire, une sorte de coucou suisse, vraiment comme ça, qui tourne sur 24 heures, avec des gènes de l'horloge qui sont maintenant bien connus. On parle de core clock genes, il y en a à peu près 24-25, ils donnent le temps comme ça à l'ensemble des cellules de l'organisme. Alors l'autre grand processus qui entre en jeu dans ces cycles veille-sommeil, c'est le processus homéostatique, qui est en fait comme un compteur de temps, un accumulateur de sommeil, et on parle aussi de pression de sommeil. Et donc, plus on est éveillé, plus on va avoir envie de dormir. Et le sommeil, finalement, apparaît avec la conjugaison de ces deux processus, ces rythmes biologiques dont je viens de parler, et ce processus homéostatique ou pression de sommeil. Mais c'est génial, vous êtes professeur de psychiatrie ou professeur de géographie? Bon, j'ai compris, hein. On a des gènes, des cloques internes, un coucou interne, c'est très clair. Alors, c'est super. En pratique clinique, comment vous voyez ça? Quelles sont les dimensions cliniques qu'on doit regarder? On fait un focus sur quoi? Alors, de manière assez simple, il faut regarder la Lune avec un télescope. Je plaisante, mais c'est vrai qu'on est parti un peu loin. Il va falloir garder 3 grandes dimensions bien distinctes de ces cycles veille-sommeil. La première dimension qu'on a l'habitude de regarder, c'est la dimension sommeil, la physiologie du sommeil, à la fois dans la qualité du sommeil, mais aussi dans sa quantité, dans son architecture, selon par exemple les différents stades de sommeil dont on a parlé juste avant.
Une autre grande dimension assez différente est finalement la qualité et les performances de l'éveil. Avec là encore trois choses assez différentes dans cet éveil. La vigilance, la somnolence, donc c'est cet endormissement incoercible dans des moments où on ne le souhaiterait pas, et la fatigue, qui est encore différente de la somnolence, puisqu'il n'y a pas d'endormissement non souhaité. Et la troisième grande dimension sont les rythmes biologiques, et on a parlé des rythmes circadiens sur 24 heures, mais aussi des rythmes saisonniers. Donc trois grandes dimensions, la physiologie du sommeil, les performances d'éveil et les rythmes biologiques. D'accord. Donc, ce sont des biomarqueurs du sommeil, des rythmes circadiens. Comment on peut les mesurer et comment on peut les explorer? Alors, il y a différentes stratégies assez simples pour certaines, pour aller explorer cette plainte du patient. On peut mener des entretiens classiques avec un certain nombre de questions. On peut s'aider de questionnaires standardisés, il en existe beaucoup sur le sommeil et le rythme. L'autre outil vraiment que je conseille est l'agenda du sommeil, car cet agenda du sommeil va faire gagner un temps précieux sur votre consultation. Il est rempli par le patient à son domicile. Et il a aussi des vertus que je dirais de psychoéducation, où finalement le patient, en indiquant ses habitudes de sommeil, ses habitudes de veille, va se rendre compte lui-même déjà d'un certain nombre de choses à corriger, ou en tout cas de symptômes et de difficultés qu'il peut avoir. Il y a aussi un autre outil très connu qui est l'actimétrie. Maintenant, quasiment tous les objets connectés, les smartphones, les montres, les nouvelles montres connectées, ont une mesure de cette activité. Et la mesure de cette activité va permettre de dégager en fait des paramètres de veille et de sommeil qui sont tout à fait intéressants pour aller mesurer chez le sujet, dans ses conditions naturelles, ses rythmes veille-sommeil. L'autre grand examen est la polysomnographie qui là donne accès à l'architecture du sommeil. C'est un enregistrement finalement en labo de sommeil à l'hôpital. Et puis il y a des approches plus biologiques qui vont permettre de mesurer par exemple les rythmes endogènes comme la température centrale, le cortisol avec un pic matinal ou la mélatonine qui est plutôt sécrétée la nuit. Et puis enfin il y a des approches davantage génétiques ou épigénétiques. Merci Pierre-Alexis. Je voudrais vous interroger sur l'interface trouble de l'humeur et sommeil. Quand on interroge cliniquement un patient atteint d'une dépression, est-ce un problème central de l'interroger sur sa qualité de sommeil? On le fait, on sait que le trouble de l'humeur, on dort beaucoup ou on ne dort pas du tout. Alors pourquoi c'est central cette problématique du sommeil dans la dépression? Alors c'est une très très bonne question et je rappellerai, comme vous le savez, que la plainte de sommeil, insomnie ou hypersomnie, définit la dépression. Ça fait partie des critères diagnostiques qui sont retenus par le DSM ou par la CIM pour définir cette dépression. Alors pourquoi? Eh bien parce que c'est omniprésent. Cela fait partie des manifestations centrales du trouble. C'est décrit depuis l'Antiquité, déjà Hippocrate, Arrêté de Cappadoce, etc. décrivaient ces modifications de sommeil et de rythme chez les patients qui souffraient de dépression ou de mélancolie, comme on disait. Et dans une étude assez récente que notre équipe a réalisée, chez des personnes qui souffraient d'un épisode dépressif caractérisé, unipolaire ou bipolaire, on retrouvait par exemple que 92% rapportaient une plainte d'insomnie ou d'hypersomnie. Autrement dit, seulement 8% n'avaient aucune plainte du sommeil rapportée, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, entre parenthèses, que ces 8% n'ont aucune altération biologique du sommeil ou des rythmes. Et vous voyez que c'est vraiment colossal, ça définit les épisodes. Et donc ça fait partie des manifestations, et ça c'est quelque chose que les cliniciens connaissent assez bien. Mais c'est aussi présent en dehors des épisodes. Ça fait partie des prodromes, des signes annonciateurs de la maladie, parmi les signes d'ailleurs les plus robustes, dans les cohortes prospectives d'enfants qui sont suivis pendant 20, 30 années. On se rend compte que les plaintes du sommeil font partie des premiers symptômes finalement des troubles de l'humeur. C'est aussi un des principaux facteurs de risque d'évolution. À peu près 50% des gens qui souffrent d'insomnie au bout de 6 ans vont développer des troubles psychiatriques et en chef de file une dépression. Et puis, après un épisode, lorsque ces symptômes du sommeil persistent, c'est chez grosso modo 50 à 60% des personnes qui ont souffert de dépression, donc c'est vraiment le symptôme résiduel le plus fréquent, eh bien on sait que ce symptôme résiduel de trouble du sommeil est associé aux rechutes de la maladie. Donc c'est vraiment absolument central et c'est présent au cours de toutes les phases de la maladie, y compris pendant les phases de rémission. Ça, c'est un message très très important à donner parce que pendant très longtemps, on a dit aux patients
On va traiter votre dépression et votre sommeil va rentrer dans l'ordre. On sait maintenant que c'est faux pour un grand nombre de patients qui vont garder des anomalies du sommeil. Je retiens ça parce que c'est important quand même qu'on interroge nos patients sur, même après la rémission symptomatique, sur leur qualité de sommeil. Et c'est spontanément, des fois, ils ne se plaignent pas de ça. Alors, j'ai compris, c'est vraiment une place centrale, le sommeil, dans les troubles de l'humeur. On craint, nous, cliniciens du terrain, le passage à l'acte suicidaire chez les patients déprimés quand ils souffrent. Est-ce qu'il y a un lien entre le suicide et le sommeil ou la qualité du sommeil de nos patients déprimés? Merci. La réponse est absolument oui. L'insomnie, les cauchemars, le temps d'éveil nocturne, ça fait partie des facteurs les plus prédictifs et les plus robustes de passage à l'acte suicidaire. Et ce sont des données scientifiques qui sont maintenant très répliquées, et donc c'est une fenêtre d'intervention qui est tout à fait intéressante, ce d'autant qu'il existe des chronothérapies qui pourraient être utilisées chez ces patients. Ok, mais cette association qui est retrouvée entre les altérations du sommeil et le suicide, elle ne peut pas être expliquée par la présence des symptômes dépressifs eux-mêmes? Alors c'est une excellente question parce que effectivement il est légitime de se demander si le lien entre le suicide et le sommeil, il n'est pas expliqué par ce médiateur que serait la dépression. Autrement dit, est-ce qu'il existe une relation indépendante entre ces altérations du sommeil et le suicide? Et dans un travail récent publié dans Molecular Psychiatry, mon équipe a répondu à cette question avec une étude prospective de suivi sur 3 ans de 36 000 sujets qui avaient une évaluation de leur plainte du sommeil et un suivi de l'occurrence de tentatives de suicide. Hélas, à peu près un peu plus de 240 des sujets réalisaient une tentative de suicide au cours des 3 ans. Pour vous illustrer un peu l'importance du phénomène, si on compare le groupe qui ont fait une tentative de suicide versus ceux qui n'ont pas fait de tentative de suicide, on avait 60% à peu près de gens qui avaient fait une tentative de suicide, qui avaient des troubles du sommeil en baseline, contre seulement 22% pour ceux qui ne faisaient pas de tentative de suicide. Donc vous voyez quelle différence est très importante, ça concernait tous les types de plaintes de sommeil, et dans cette étude, on a corrigé sur l'ensemble des autres facteurs de risque connus du suicide, et on retrouvait une association indépendante de tous les autres facteurs de psychopathologie, mais aussi les autres données sociodémographiques connues, avec un risque indépendant d'avoir une conduite suicidaire si on a une altération du sommeil. Ok, donc le message est centré autour, si on repère ces troubles du sommeil, on pourrait peut-être avoir une prévention des conduites suicidaires. C'est bien ça? Absolument. Ok. Alors, si on revient sur l'épisode dépressif majeur caractérisé et c'est sur la dépression elle-même, est-ce qu'il y a des altérations de l'architecture du sommeil au cours de ces dépressions ou de la dépression? Alors oui, merci pour cette question. Il existe en effet des altérations qu'on appelle des altérations de la macrostructure du sommeil qui ont été observées et répliquées dans un certain nombre d'études. On a tout d'abord une diminution du sommeil lent profond, c'est ce sommeil vraiment le plus profond, on appelle ça le sommeil N3, et en particulier en deuxième partie de nuit. On a un raccourcissement de la latence du sommeil paradoxal, qui est la dernière phase de sommeil normalement sur un cycle, qui est plus courte chez les patients déprimés. Donc, il y a même la construction d'un index sur ce raccourcissement du sommeil paradoxal. On a une augmentation de la densité aussi de ce sommeil paradoxal, et à la fois une augmentation de la densité et de la durée de ce sommeil paradoxal. Très bien. Au début de ce podcast, Pierre-Alexis, vous nous avez parlé du processus circadien et homéostatique. Quelles sont les altérations de ces deux processus en lien avec les troubles de l'humeur? Alors, merci pour cette question. C'est un champ de recherche neuroscientifique qui est vraiment passionnant, qui est toujours en cours. Et il y a eu des études qui ont été faites dans des protocoles expérimentaux chronobiologiques, dit aussi de constante routine. Donc, c'est vraiment des modèles expérimentaux qui sont faits soit chez la souris, mais aussi chez l'homme, qui permettent de dégager un peu ces effets, soit de cette horloge biologique, soit de ce processus homéostatique, qui est donc la pression de sommeil, je le rappelle. Et ce qu'on a observé, c'est que plus la pression de sommeil augmente, donc le processus homéostatique, et plus l'humeur se dégrade. Plus on est fatigué et plus l'humeur se dégrade, de manière donc indépendante aux autres processus. On sait aussi que l'humeur fluctue au cours d'une éphémère sur la journée, qu'elle est plus basse au minimum de la température circadienne,
Et ça, encore de manière assez intéressante, c'est des choses qu'on observe tous. C'est l'exemple du dimanche soir, où on a fait la sieste, où on s'est levé beaucoup plus tard, et on commence à avoir sommeil, à avoir un peu froid, à avoir des pensées qui sont un peu moins présentes. C'est la température centrale qui diminue, c'est votre humeur qui diminue, mais vous n'avez pas sommeil puisque vous n'avez pas de pression de sommeil et vous êtes triste. Et on a l'impression que c'est le blues du dimanche soir, mais en fait, c'est juste votre horloge qui fait que votre humeur diminue à ce moment où la température diminue. Et puis aussi, on sait qu'il y a des variabilités génétiques sur ces gènes principaux de l'horloge qui sont associés à un risque de trouble de l'humeur. Et puis, enfin, le bien-être est au plus bas au moment où donc, il y a des niveaux élevés de pression homéostatique et aussi où il y a un creux circadien, notamment le creux circadien le plus connu, c'est le creux juste après le repas. Voilà. Et donc, il y a une influence de ces trois mécanismes. Ce qu'on sait aussi, c'est, là encore bien connu, c'est toutes les situations de désalignement du rythme circadien qui peuvent induire des situations de dépression ou de symptômes subdépressifs, on appelle ça. Et par exemple, les situations de jet lag, de travail posté, de syndrome de retard ou d'avance de phase sont des situations qui vont retentir sur l'humeur. Et puis enfin, peut-être rapidement, le dernier grand pan, c'est l'influence de la lumière sur l'humeur chez le sujet sain, c'est aussi observé chez l'animal. Et on sait qu'il y a une corrélation tout à fait positive entre l'exposition à la lumière et le bien-être émotionnel des sujets. On sait aussi, en fonction de la photopériode, c'est-à-dire de la durée des jours, eh bien, quand cette durée des jours diminue l'hiver, eh bien, il y a une augmentation de la durée du sommeil et il y a une humeur dépressive qui apparaît, en tout cas avec une diminution de l'humeur. Et puis aussi, il y a des expériences assez intéressantes de médecine du travail, où finalement, pour les personnes qui sont dans des conditions de travail privées de lumière naturelle, eh bien, il y a davantage de troubles du sommeil, de fatigue, de difficultés de concentration et d'humeur dépressive. Voilà. Et puis sachez que chez l'animal, on a des modèles animaux de dépression où on va déprimer les animaux en installant des photopériodes courtes. Voilà. Incroyable. Alors moi qui suis adepte de la sieste méditerranéenne, je comprends beaucoup de choses. Alors, je ne suis pas journaliste chez Elle ou dans un magazine féminin, mais tout naturellement, j'ai envie de vous poser une question sur la luminothérapie, parce que vous parlez de cette exposition à la lumière. Comment la luminothérapie agit sur notre humeur et est-ce que ça peut être considéré comme un facteur antidépresseur? Alors, je trouve que votre question est tout à fait intéressante et signifiante dans la manière où vous l'avez posée. C'est-à-dire, vous avez parlé de Elle ou de magazine féminin. C'est vrai qu'on peut se dire, à juste titre, que est-ce que vraiment tout ça est scientifique? Est-ce que vraiment tout ça est validé? Donc là, on a un peu parlé des effets quand même physiologiques qui sont maintenant de plus en plus connus. Et je voudrais vous rappeler qu'avec notamment des collègues strasbourgeois, on a pu confirmer très récemment que la luminothérapie était aussi efficace que les antidépresseurs en traitement de première ligne de la dépression modérée à sévère. Que la dépression elle soit saisonnière ou non saisonnière, parce que souvent on l'a bien en tête pour la dépression saisonnière, mais ses effets sont aussi équivalents pour la dépression non saisonnière. Et aussi là, de manière tout à fait intéressante, la combinaison luminothérapie et antidépresseur est supérieure à antidépresseur seul. Donc ça, c'est un message très important. Le message est de dire que la luminothérapie est efficace, pas de dire que ça va remplacer les antidépresseurs. C'est un outil en plus dans la boîte à outils des antidépresseurs. Et on comprend de mieux en mieux en fait, les effets de la lumière sur l'humeur. Et ça, probablement que ça aide aussi notamment les médecins. Les médecins, lorsqu'ils comprennent la physiologie et les effets, du coup, ils prescrivent et ils ont confiance en le traitement, à juste titre. Et donc, brièvement, en fait, c'est une histoire neuroscientifique. Le regain d'intérêt pour la luminothérapie est né des neurosciences. Et avec, c'est assez récent, 2 observations en 79 et 80. Une observation de Ware et collaborateurs qui montre que la modification des rythmes biologiques a des effets antidépresseurs. Et au même moment, il y a Levy et collaborateurs qui montrent que la lumière, elle inhibe la sécrétion de mélatonine et qu'elle modifie les rythmes. Donc le chemin était assez rapide à faire pour se dire, bon, si la lumière
modifie les rythmes et que la modification des rythmes est antidépresseur, peut-être que la lumière est antidépresseur. Et c'est confirmé très rapidement après, en 81-82, par ces mêmes équipes, dans la dépression unipolaire et saisonnière. Et puis, il y a la célèbre série de cas de Rosenthal en 84 dans la dépression saisonnière, qui fera qu'après, la luminothérapie va être à nouveau réutilisée dans le trouble affectif saisonnier. Juste une info très rapide pour vous dire que, là encore, c'est des infos toutes nouvelles. L'année dernière, il y a 2 ans, on s'est rendu compte qu'en plus, il y avait des trajets directs entre la rétine et des centres de régulation des émotions, par exemple abinula latéral et noyau périabinulaire. Donc on comprend maintenant que pourquoi les effets sont aussi rapides et aussi touchent les dépressions non saisonnières, et bien parce qu'il y a des trajets neuronaux directs entre la rétine et le centre de régulation des émotions. Et puis, dernier message pour vous dire comment se prescrit finalement cette luminothérapie, parce que on n'est pas face à un médicament classique. Et bien, ce qui va définir finalement la dose de luminothérapie, c'est l'intensité lumineuse, la durée d'exposition et la distance que vous avez à cette source lumineuse. Et dès que vous vous éloignez d'une source lumineuse, vous perdez énormément en efficacité. Le moment où vous allez faire cette luminothérapie, parce que c'est un synchroniseur très important de l'organisme, le plus important des rythmes, et puis évidemment la couleur de cette lumière. Alors, juste pour faire une petite parenthèse et faire de la publicité pour un prochain podcast qui est programmé avec le professeur Raymond Chouan sur la rétine et la dépression. Et donc, vous m'avez vraiment donné l'occasion d'en parler. Ça va être programmé dans les prochains podcasts. Alors, sur le plan émotion, on sait que dans la dépression, les émotions sont perturbées et on sait aussi que la cascade sérotoninergique est impliquée dans la dépression. Est-ce que lumière peut agir sur les émotions et ou sur la sérotonine dans les troubles de l'humeur? Alors c'est une bonne question, c'est vrai qu'on se dit qu'avec tous ces effets physiologiques qu'on a décrits, est-ce que quand même globalement, sur ce qu'on connaissait des altérations sérotoninergiques, il se passe quelque chose? Alors oui, il y a des travaux qui sont assez intéressants, qui montrent par exemple que eh bien, quand vous avez une diminution de la lumière, donc par exemple l'hiver, quand il y a une photopériode plus courte, vous allez avoir une augmentation des transporteurs de recapture de la sérotonine dans des aires qui sont responsables du contrôle des émotions, donc cortex singulaire antérieur par exemple et cortex préfrontal. Le fait qu'il y ait une surexpression de ce transporteur de la sérotonine fait qu'il y a moins de sérotonine du coup dans ces espaces et ça corrèle avec des symptômes dépressifs. Et chez des patients qui répondent à la luminothérapie, des collègues notamment scandinaves ont pu observer que la luminothérapie entraînait une diminution de l'expression de ces transporteurs de la sérotonine, de recapture de la sérotonine dans ces mêmes régions, ce qui entraînait davantage de sérotonine donc, du coup, dans les espaces extracellulaires et corrélait tout à fait avec la diminution des symptômes dépressifs et avec l'efficacité de cette luminothérapie. Vous voyez, c'est un exemple très concret d'effets sérotoninergiques pouvant être observés chez des répondeurs à la luminothérapie. Parfaitement, je vois. Alors, je m'intéresse plus sur la clinique, c'est-à-dire que la luminothérapie, là où vous nous avez convaincus, mais quelles sont les indications de cette luminothérapie? La luminothérapie en pratique, est-ce qu'il y a des contre-indications aussi pour cette luminothérapie, Pierre-Alexis? Alors oui, effectivement, c'est important de rappeler les indications et les contre-indications. Alors les grandes indications de la luminothérapie, c'est d'abord en médecine du sommeil pour traiter tout ce qui est problème de rythme finalement biologique, donc tout ce qui est avance de phase, donc avec des gens qui vont se coucher trop tôt et se lever trop tôt, et retard de phase, qui est très présent chez l'adolescent, qui vont se coucher trop tard avec une horloge biologique décalée naturellement, génétiquement, et qui vont se lever trop tard du coup et avoir une privation de sommeil. Eh bien, la luminothérapie est le traitement recommandé. Tout ce qui est rythme veille-sommeil en libre cours, donc c'est des rythmes qui sont supérieurs à 24 heures, c'est présent chez certains patients avec troubles psychiatriques, c'est présent aussi chez des personnes aveugles, mais quand il y a une rétine, on peut quand même faire de la luminothérapie. Tout ce qui est travail posté, décalage horaire. En psychiatrie, c'est vraiment le traitement de référence du trouble affectif saisonnier, parce qu'en plus de traiter les symptômes dépressifs, ça va en plus corriger les anomalies des rythmes biologiques, l'inertie du sommeil, l'hypersomnie, ce décalage de phase. Donc vraiment, c'est vraiment très intéressant de faire la luminothérapie dans le trouble affectif saisonnier pour corriger aussi ces aspects chronobiologiques. Mais c'est aussi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, un traitement indiqué en première ligne de la dépression, avec donc des tailles d'effet comparables aux antidépresseurs.
Alors, une autre utilisation, c'est une stratégie d'augmentation, c'est-à-dire que face à des antidépresseurs qui sont déjà en place, mais où il y a encore des symptômes résiduels, on peut faire cet add-on, on appelle ça du coup de la luminothérapie pour booster les effets. Les contre-indications? Elles sont simples, c'est tout ce qui est pathologie qui touche la rétine, notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le glaucome et la cataracte, parce que la lumière ne va pas arriver à la rétine. Dans le trouble bipolaire, attention, jamais luminothérapie sans thymorégulateur parce qu'il y a un risque de virage maniaque comme avec tout antidépresseur et c'est pas rare. Et puis, dans le trouble bipolaire notamment, ne jamais faire de traitement comme ça, évidemment, sans suivi psychiatrique régulier. Alors, vous m'avez convaincu, Pierre-Alexis, sur cette luminothérapie. J'aimerais bien quand même que la sécurité sociale nous envoie tous sous les tropiques. C'est incroyable, un virage maniaque par luminothérapie. Oui, ok, top. Donc, j'en profite, on va terminer ce podcast, mais tant que je vous ai avec nous, est-ce que vous pourriez nous expliquer des recettes, vraiment une démarche diagnostique, un raisonnement clinique devant nos patients qui ont des plaintes d'insomnie et qui sont déprimés? Avec plaisir, Nidal. Alors, devant une plainte d'insomnie chez une personne qui souffre d'un trouble de l'humeur, la toute première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il n'existe pas une origine iatrogène à son insomnie et donc possiblement limiter la prise diurne de traitements sédatifs et limiter la prise nocturne ou vespérale de traitements un petit peu stimulants. Tout de suite après, évidemment, on se pose la question, est-ce que ces symptômes ne sont pas liés à l'état thymique, à des symptômes dépressifs résiduels ou à des symptômes maniaques débutants? Tout de suite après vient la question du syndrome de retard de phase. Est-ce que, finalement, le sujet n'est pas décalé dans ses rythmes et, à cause de rythmes socio-professionnels imposés, va se lever trop tôt et être en privation de sommeil? À ce moment-là, on est sur un retard de phase avec privation de sommeil, mais pas avec une insomnie vraie. Se pose la question après des apnées du sommeil, et ça touche dans les troubles de l'humeur un patient sur 4, donc c'est colossal, des gens qui font des apnées, il y a des points d'appel cliniques. L'apnée, c'est finalement le pharynx qui s'obstrue. Le premier signe, c'est le ronflement, et quand le pharynx est totalement obstrué, on fait une apnée. Donc voilà, avec des maux de tête, donc pensez aux apnées en tout cas, au syndrome des jambes sans repos aussi, très fréquent, et notamment avec les traitements psychotropes qu'on donne. Et enfin, une fois qu'on a éliminé tout ça, là, on peut parler du trouble d'insomnie chronique. Ok, donc vous êtes en lien avec les pneumologues, les autres collègues par rapport aux enregistrements du sommeil également? Absolument, je pense que quand il y a des points d'appel cliniques vers un syndrome d'apnée notamment ou d'autres pathologies du sommeil, il faut à ce moment-là un enregistrement de type polysomnographie pour aller confirmer ou infirmer la présence de pathologies pneumologiques ou neurologiques au cours du sommeil. Mais c'est au psychiatre d'aller rechercher des points d'appel cliniques qu'on vient d'évoquer. Alors, ok, là on a parlé de l'insomnie, mais l'hypersomnolence, la tendance, est-ce que l'hypersomnolence est différente de la clinophilie? Est-ce que l'hypersomnolence mérite d'être aussi prise en compte? Là aussi, vous avez des trucs, des astuces autour de l'hypersomnolence? Alors, dans l'hypersomnolence, on va avoir qui est l'autre grand type de plainte. Finalement, les patients nous disent soit je dors mal ou pas assez, ou soit je dors trop, je suis fatigué et je m'endors dans des situations où je ne voudrais pas m'endormir. Alors l'hypersomnolence, c'est important de distinguer, comme je le disais un peu en préambule, trois choses. Est-ce que je dors trop longtemps, c'est le temps total de sommeil? Est-ce que j'ai une somnolence diurne excessive, donc c'est-à-dire est-ce que je m'endors dans la journée dans des moments où je ne voudrais pas m'endormir? Et le troisième aspect aussi qui est un peu différent, c'est l'inertie du sommeil, c'est cette difficulté qu'ont certains patients à se réveiller. Il faut 10 cafés pour pouvoir être réveillé, donc des difficultés à passer d'une phase de sommeil à une phase d'éveil. Et devant une plainte d'hypersomnolence qu'on caractérisera donc, on se pose encore la question de l'origine iatrogène, et tout de suite après, là par contre, vient la question de l'apnée. C'est vraiment tout à fait central. Quelqu'un qui est somnolent, quelqu'un qui dort trop, la première question, ce qui doit faire tilt, c'est les apnées du sommeil. Et après, on va éliminer encore le syndrome de retard de phase, la présence éventuelle de symptômes dépressifs évidemment qui vont participer. Et une fois qu'on a éliminé tout ça, là on se pose la question d'une hypersomnie centrale comme la narcolepsie, les hypersomnies idiopathiques, et on va orienter en laboratoire du sommeil pour faire une polysomnographie et adapter les traitements. Donc, des traitements ciblés. Merci Pierre-Alexis. On va devoir arrêter là. Est-ce que vous avez un dernier mot, quelque chose à rajouter? Peut-être dormez bien.
D'accord. On est au morning psy, donc dormir au c'est trop tôt. Donc en tout cas, merci pour votre présence. J'en profite pour vous annoncer le troisième morning psy. C'est avec le professeur Éric Facra, qui est professeur à Saint-Étienne. Il va nous parler de neuroimagerie et de psychiatrie. Au revoir Pierre-Alexis Geoffroy. Au revoir, merci encore.